Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau concept de vidéo qui va être un peu un mélange entre un vlog et un update lecture. Je sais pas trop comment encore je vais appeler ça. Tout simplement parce que vous ne le savez peut-être pas, mais quand on travaille en librairie, on peut emprunter des livres exactement comme à la bibliothèque parce que tout simplement ce sont nos instruments de travail. Donc on a besoin de les lire pour pouvoir les conseiller aux clients, mais l'idée c'est quand même de ne pas les garder trop longtemps chez nous. Donc peut-être que vous commencez à voir le pourquoi du comment de ce double concept. C'est que en fait, si vous voulez, j'emprunte des livres au fur et à mesure, et au fur et à mesure que je les lis, je vous filme mon avis et ensuite je le rends à la librairie, ce qui va faire en fait un enchaînement de petits updates où je serai à chaque fois habillée et coiffée différemment, d'où ce concept un petit peu de vlog où je vous dirai voilà quel jour on est et tout ça, en essayant de faire quand même de pas faire ça s'étaler sur une trop longue période. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai emprunté ce que je vais appeler des livres de la rentrée littéraire. En fait, c'est des livres qui sont sortis au mois de septembre. Je vais vous en présenter 4 si je ne me trompe pas, et donc pour vous là je serai habillée exactement comme sur le dernier bout de vidéo que vous allez voir, parce que je tourne cette introduction tout simplement à la toute fin. Donc d'ici quelques secondes nous allons complètement changer de tenue et de jour. C'est parti. Et je vais commencer par donc ma première lecture qui s'inscrit dans le cadre de cette vidéo. Nous sommes le jeudi 26 septembre, j'ai terminé ce livre avant-hier, donc il est vraiment temps que je le ramène à la librairie. Il s'agit tout simplement de mon autrice préférée qui est Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, il faut savoir que c'est vraiment la queen de ma bibliothèque, quoi, si vous voulez. C'est l'autrice qui m'a redonné goût à la lecture, c'est celle dont j'ai lu le plus de livres, même si par rapport à tout ce qu'elle a écrit, je suis loin d'avoir tout lu. Mais voilà, c'est une autrice qui compte énormément pour moi. Et donc j'ai lu son dernier, Soif, publié comme d'habitude aux éditions Albin Michel. Et j'ai envie de vous dire que Amélie Nothomb ne m'avait jamais déçue jusqu'à présent. Voilà, je suis un peu au bout de ma vie, je vous dirais franchement, parce que je veux pas accepter l'idée de pas avoir aimé. Je suis là, non, je suis dans le déni là. Mais c'est pourtant la réalité, je n'ai pas aimé ce livre, je ne l'ai pas compris, et c'est une grosse déception. J'ai du mal à exprimer mon avis, donc je vais tenter quand même un petit peu. En fait, si vous voulez, pour moi il y a quelques petites choses qui ont vraiment fait que c'est tombé à plat pour moi. La première chose, c'est l'écriture en elle-même. Je n'ai pas du tout reconnu l'écriture d'Amélie Nothomb. Concrètement, on m'aurait enlevé les jaquettes de plusieurs bouquins et on m'aurait dit trouve celui qu'elle a écrit, mais je vous aurais jamais dit que c'était celui-là. C'est comme si c'était une autre personne qui l'avait écrit. Je n'ai pas du tout reconnu son écriture habituelle, notamment parce que de temps en temps, elle s'est permis d'insérer des petites familiarités qui ont complètement cassé le truc, quoi, cassé le délire, où j'étais là, mais pourquoi? Et même l'écriture en général, je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais c'est un ressenti de quand on a lu plusieurs livres d'elle où on se dit il y a un truc là. Donc voilà, c'est déjà le premier point qui m'a un petit peu dérangée. Et ensuite, l'histoire en elle-même, le fait de suivre les derniers jours de la vie de Jésus, c'était quelque chose d'extrêmement osé, mais qui, je pense, pouvait parfaitement fonctionner. Mais là, en l'occurrence, ça ne l'a vraiment pas fait pour moi, parce que, en fait, je ne suis jamais rentrée dans l'histoire. Je suis toujours restée extérieure à ce qui lui arrivait. Alors que c'est pourtant horrible, c'est quand même une mise à mort, et j'arrivais pas à vraiment entrer, à être prise dans le truc dès le début. En fait, j'ai pas été captée. Et alors la deuxième partie du livre est vraiment en monologue de lui à lui-même, en fait. Et là, c'est là où je crois qu'on m'a vraiment perdue, parce que je n'ai pas du tout apprécié le personnage en tant que tel. Je l'ai trouvé extrêmement nombriliste et manquant d'humilité, vraiment moi je, et à ne parler que de lui, que de ce qu'il a fait, de sa mission sur Terre, de pourquoi il méritait ça, ou ce genre de choses. Donc je me doute bien que dans un moment pareil, on pense un peu qu'à sa gueule, et on repense à sa vie et machin, ça c'est tout à fait normal. Mais c'est vraiment mon ressenti, en fait, je l'ai vraiment vécu comme ça, où ce manque d'humilité, il m'a sauté au visage, quoi. Et ça a fait que ça a achevé de faire que je n'ai pas accroché. Je pense quand même qu'il faut que tout le monde, que vous le lisiez, quoi, si l'envie vous en dit, parce que je pense qu'il est clairement à lire, tellement il change de ce qu'elle a l'habitude d'écrire, et il faut que chacun se fasse son avis. Peut-être que quelqu'un qui n'aurait jamais lu un seul livre d'Amélie Nothomb, il commencerait par celui-là, il dirait que c'est génial, mais moi clairement je n'ai pas accroché. Et j'en suis tellement désolée, quoi.
Je vous retrouve le mardi 1er octobre pour vous présenter une nouvelle lecture qui est une BD qui pèse son poids, qui est Les Indes fourbes de Erol et Garnido, ou Guarnido, je ne sais pas, publié aux éditions Delcourt. Donc je ne vais clairement pas la garder dans les bras pendant tout ce que je vais vous dire parce que c'est lourd, hein. Mais voilà, vous l'avez bien vu, là je vous montre devant et derrière. Et on va en rester là niveau visuel. C'est une BD en fait qui est le second tome fictif d'un roman picaresque du siècle d'or écrit par Francisco de Quevedo, à la fin duquel, oula je me suis embrouillée dans ma phrase, mais en fait à la fin de son roman il annonçait une suite qu'il n'a malheureusement jamais écrite. Et donc en gros l'auteur et le dessinateur se sont dit qu'ils allaient imaginer cette suite. Honnêtement, je pense qu'il faut vraiment avoir conscience quand on commence cette lecture que c'est du roman picaresque, donc un genre du XVIe siècle. Parce que si on n'a pas ça en tête, je pense qu'on trouve que cette lecture est un petit peu abracadabrante, puisque le principe même de ce genre, c'est qu'on suit, c'est même pas quelqu'un de pauvre, parce que c'est vraiment un gueux, quoi, vraiment le plus bas de la société, quelqu'un qui n'a rien, qui n'est rien, qui change beaucoup de maîtres, qui passe de maître en maître et à qui il n'arrive que des merdes. Voilà, c'est pour vous faire les grandes lignes, c'est un petit peu ça le roman picaresque. Maintenant, si on a ça en tête, je pense qu'il y a vraiment moyen d'apprécier sa lecture parce que moi ça a été le cas. J'ai beaucoup aimé en fait, il y a beaucoup d'humour, oui, c'est tiré par les cheveux, mais il faut se dire que ce qu'on a entre les mains c'est quelque chose de moderne, mais c'est censé être la suite de quelque chose qui a été écrit au XVIe siècle en fait. Donc du coup, quand on y pense, c'est logique, moi j'ai beaucoup apprécié, et puis surtout, ça fait voyager, c'est-à-dire que le personnage, en fait, à la fin du tome 1, s'apprête à partir pour les Indes. Et donc là, il va partir pour les Indes et toute son aventure va se passer là-bas. Mais moi, j'ai voyagé, j'étais aux Indes à cette époque-là, avec tout ce qui s'y passait entre les Espagnols, les indigènes, c'était la quête absolue de l'or, enfin, il y a tout, il y a beaucoup d'éléments historiques qui sont mis dedans, mais moi j'ai vraiment beaucoup apprécié, quoi. C'était totalement dépaysant, ça a été, je l'ai lu pendant 2 jours, ça a été 2 jours où je n'étais pas là, quoi. Je voyageais, le propre même de la lecture, quoi. Donc ça c'était vraiment super. Là-dessus, les dessins vraiment sont très beaux et il y a des planches mais sublimes. Par exemple celle-ci. Je trouve que c'est hyper beau. Voilà, ou par exemple dans la forêt. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien. Il y a vraiment un travail artistique, que ce soit au niveau de l'écriture du scénario ou du dessin, moi, que j'ai beaucoup apprécié. Maintenant, j'ai été extrêmement déçue par la fin. En fait, si vous voulez, il y a une pré-fin qui là, et j'ai trouvé grandiose. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'était hyper intelligent, où je me suis dit, ouais, les auteurs, ils y sont allés, quoi. Ils ont eu une idée pour un peu retourner le truc, qui faisait que, oui, une fois encore, c'était tiré par les cheveux et abracadabrant, mais ça rentrait dans l'histoire, c'était cohérent. J'ai adoré. Et en fait, je pense que, enfin, j'ai trouvé qu'ils avaient voulu tirer trop loin cette idée. Et non, là, c'était trop pour moi, quoi. Non, les dernières pages, j'étais là, bah non, on pouvait s'en arrêter là, en fait, c'était très bien. Donc voilà, après, je suis peut-être passée à côté d'une subtilité sur la fin, mais du coup, je suis restée un petit peu sur ma fin, c'est le cas de le dire. Cela fait un moment que je ne vous ai pas pris, j'ai vraiment galéré à lire ces derniers temps et au final j'avais emprunté vraiment beaucoup de livres et j'ai dû me rendre à l'évidence, il fallait en rendre. Je vais vous présenter en fait mes 2 dernières lectures là que j'ai enchaînées coup sur coup et puis bah écoutez, cette vidéo se terminera. Nous sommes donc le lundi 14 octobre. Le premier livre que je vous présente aujourd'hui, il m'a clairement tenu, je pense, toute la semaine dernière. C'est Rien n'est noir de Claire Berest, publié aux éditions Stock, qui raconte, en fait c'est un roman biographique sur Frida Kahlo, donc grande peintre mexicaine, et forcément un petit peu de son mari Diego Rivera, qui était lui aussi un grand peintre mexicain. Je vous avoue que c'est un livre qui m'a posé un peu problème au début. Honnêtement, quand je l'ai commencé, je n'étais pas du tout dedans. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, je devais être de mauvaise humeur ce jour-là, mais ça le faisait pas. Donc je l'ai reposé, je l'ai repris le lendemain, et là ça a été mieux. Et en fait je suis rentrée dedans, mais j'avais quand même ce côté de me dire, c'est quand même une perte de temps, quoi. Je la connais, la vie de Frida Kahlo, quoi. À quoi bon? Et à quoi bon en fait? Ben tout simplement parce que Claire Berest, elle a une écriture absolument magnifique, qui va tellement bien avec la fougue et la passion
qu'avait Frida Kahlo, de ce que les biographes officiels en disent, que les deux en fait ça match tellement bien que c'est super beau à lire, c'est un régal. On enchaîne les pages, on enchaîne les étapes de sa vie que pourtant moi je connaissais, hein, mais j'ai pris vraiment plaisir à les voir sous un nouvel angle, et un angle, j'ai envie de vous dire, presque poétique, parce qu'en fait ce livre est construit de façon poétique avec tout un jeu sur les couleurs. En fait chaque grande étape de la vie de Frida Kahlo est nommée par une couleur, donc on a rouge, bleu, jaune, voilà, et chaque on va dire petit chapitre, quoi, sous-chapitre, correspond lui aussi à une couleur, mais à un dégradé de la couleur principale. Donc par exemple, pour que vous me compreniez, par exemple rouge, on va avoir rouge carmin, rouge écarlate, rouge brasier, vous voyez, et en fait c'est rien, on peut se dire oui super, mais c'est hyper... c'est des détails comme ça qui font en fait des subtilités qu'on apprécie énormément et qui font toute la beauté du livre. Donc en fait je vous le recommande. Au final ça a été une super lecture, c'est pas un coup de cœur, mais parce que voilà, j'ai eu quand même un peu de mal à rentrer dedans, je vous dis, je ne sais pas pourquoi, mais je vous le recommande parce que dans la vie de Frida Kahlo, mais elle mérite tellement d'être connue, tellement elle a traversé d'épreuves et la rage de vivre qu'elle avait. Donc voilà, si vous connaissez rien de Frida Kahlo, mais lisez-le quoi, je vous le recommande à 200%. Et si vous connaissez déjà sa vie, et ben je vous le recommande à 200% aussi. Et enfin, le dernier livre que je vous présente, quand on me connaît et qu'on sait que cet auteur sort un livre, bah c'est évident en fait, on sait que je vais me le procurer, que je vais le lire. Il s'agit du nouveau Luis Sepulveda, Histoire d'une baleine blanche, pardon. On peut dire un peu co-réalisé avec Joël Jolivet, puisque Joël Jolivet est la personne qui a réalisé les illustrations du livre. Donc c'est un roman, une histoire, j'ai envie de vous dire un conte. À l'image de Luis Sepulveda, il en a fait déjà pas mal de ce genre, où en fait c'est un conte, mais qui est un peu pour les deux niveaux, c'est-à-dire qu'il est classé au rayon adulte, mais honnêtement moi je trouve qu'on peut le mettre entre les mains d'un enfant, parce qu'il y a vraiment une lecture à deux niveaux, exactement par exemple comme Histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler, c'est celui souvent qui est un peu le plus connu de lui, bah, c'est exactement le même genre, et tout comme ce livre là, j'ai adoré celui-ci, mais en fait je l'ai adoré encore plus par rapport à l'objet livre en lui-même, dû aux illustrations que j'ai trouvé très jolies. Vous voyez par exemple ce genre d'illustration, en fait ça participe à la magie du conte en fait, ça va totalement avec l'esprit de l'histoire. En fait on va tout simplement suivre l'histoire d'une baleine blanche qui, selon la légende, a pendant un temps infini défendu les océans et veillé à ce que l'équilibre soit préservé, mais c'était évidemment sans compter l'arrivée des hommes qui se sont mis à tout chasser en fait, les baleines, les poissons, voilà. Et c'est tellement poétique en fait. Honnêtement j'ai commencé ce livre, je me doutais que j'allais aimer parce que Luis Sepulveda ne m'a jamais déçue, mais je savais pas vraiment à quoi m'attendre, et puis voilà, j'ai commencé à lire. C'était joli, c'était bien écrit, il y avait un message derrière. Ça se lit hyper facilement en fait, on enchaîne les pages, honnêtement, je sais pas, en 1 heure c'est lu quoi. Et au final, je regardais les images, je m'imprégnais, et quand je l'ai refermé, je me suis rendu compte que pendant toute ma lecture, en fait, j'avais été un peu comme une petite fille qui lisait une jolie histoire d'une légende, qui voyait cette baleine blanche. Il y a tout un côté un petit peu magique aussi, presque réalisme magique on pourrait dire, qui entre dans l'histoire. Et au final, je me suis dit, wow, mais j'ai adoré en fait. En fait, c'est un coup de cœur. Vous savez, ce genre de coup de cœur c'est pas pendant votre lecture que vous vous dites oh ça va être un coup de cœur, ça va être un coup de cœur. Et en fait, c'est quand vous le refermez, vous étiez tellement bien dans cette histoire que ouais, c'est un coup de cœur en fait. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire si le concept vous plaît, comme ça j'essaierai d'en faire d'autres. N'hésitez pas non plus à me dire quel livre vous avez lu de la rentrée littéraire. Et puis sur ce, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!